Yes! De la bonne qualité comme avant, ça commençait à faire longtemps. Ouais, ça fait plaisir de voir ça. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans la façon dont les choses évoluent. Ça m'a beaucoup plu à ce niveau-là. Bon, on commence tout de suite avec le segment autour de Pouf Pouf, Théon, tiens, ce sera fait pour lui vu que c'est le plus à part pour l'instant, où il rentre enfin chez lui, les îles de Fer, chez Ferney, c'est ça, où donc il retrouve sa sœur Yara, qui lui en veut un petit peu pour ce qui s'est passé dans la saison 4. Et j'ai trouvé leur dialogue de retrouvailles assez évident, et à la fois très fort dans le sens où ça appuie de façon très claire ce que devrait ressentir l'un comme l'autre. Théon qui a totalement honte de ce qu'il a fait, de ce qu'il est devenu, et qui essaye de façon très, très modeste, sans être trop sûr de lui, d'aider sa sœur pour pouvoir faire quelque chose pour son pays, tandis que Yara qui lui en veut à mort, lui avoir tourné le dos comme il l'a fait, alors qu'elle a tout risqué pour venir le sauver. C'est un moment assez fort qui se termine sur Théon qui vient dire oui c'est toi qui mérites d'être reine. Bon, j'ai appris pour la mort de notre père et que il y avait une élection pour savoir qui dirigerait le pays juste à l'instant, donc c'est une coïncidence un peu fortuite, tu m'excuses mais ouais je suis là, c'est pas pour prendre ta place quoi que ce soit, c'est je veux t'aider à faire en sorte que tu aies le contrôle de notre cité. Donc voilà, ils vont se montrer un petit peu solidaires pour les futures élections pour le roi du coin. Alors j'imagine que ce sera elle contre le tonton cinglé qui est revenu de je sais pas quelle expédition, hein, à nouveau, qu'on a vu rapidement, histoire de dire pour l'instant, donc ça va être entre ces deux-là j'imagine. En tout cas c'était pas mal, ouais, ce retour de Théon et cette espèce de tension, cette dispute entre guillemets entre lui et sa sœur qui lui en va mort et lui qui se sent mais vraiment super petit face à ça, c'était très bien rendu, les acteurs faisaient passer ça mais nickel. Autre petite scène entre Ramsay et Osha qui va dire ses au revoir à la série dans ce moment-là, semble-t-il. Voilà, donc ça me fait revenir rapidement sur ce que j'avais dit il y a quelque temps au début de la saison 5 par rapport à la sorcière qu'avait rencontrée Cersei. Il y a une personne, alors je sais pas si elle se foutu de moi ou si elle a mal compris comme moi ou si c'est vrai, mais elle a dit que c'était bel et bien Osha, la sorcière avec qui Cersei avait parlé quand elle était jeune, et apparemment ce sera pas... on n'ira pas plus loin par rapport à ça, on développera pas plus semble-t-il, puisqu'elle va mourir dans cette scène. Voilà, dans une scène où elle essaye de la jouer comme elle l'avait fait avec Théon dans la saison 2. Hein, c'est un espèce de rappel, et Ramsay dit « Oui, tu sais que j'ai torturé Théon, et il a fini par me dire comment t'as fait ton coup. » Ok, je te vois venir, et c'est moi qui te tranche la gorge, donc elle meurt. Bon alors, je vous résume ça rapidement, mais... Même si je suis un peu déçu, je vous cache pas, un peu frustré une fois de plus que vous tuiez rapidement un personnage pour qui je m'étais attaché, je reconnais quand même que ça faisait des lustres qu'on l'avait plus vu. J'avais le sentiment qu'il savait moyennement plus trop quoi faire d'elle. Donc la faire partir comme ça dans ce moment un petit peu fort où on met ça en place, quoi, on fait le petit suspense où on essaye de le manipuler en l'aguichant un petit peu, où elle se fait avoir à la fin avec ce petit drame autour de ça. C'était plutôt bien foutu en termes de mise en scène. C'est clair et net que j'aurais pas été contre, qu'on a une fin mieux amenée, mais ça a été bien mis en scène, donc ça m'a pas trop déçu par rapport à d'autres fois, je trouve. Voilà, je dois le dire, hein. C'était pas extraordinaire, mais c'était pas affreux et c'était plutôt efficace dans la mise en scène. Ça faisait un moment que j'avais le sentiment qu'il savait plus trop quoi faire de chat, et c'est pas plus mal de la faire partir comme ça. Voilà. C'est l'histoire de dire. Par contre, ouais, espèce de délire, comme quoi elle était sorcière avant, ce sera pas poursuivi, semble-t-il. Peut-être que dans les bouquins, c'est censé représenter quelque chose d'important, mais une fois de plus, pour moi, cette prophétie, c'était de la connerie complètement parenthèse qui servait à que dalle. Je le redis, pour la énième fois, ça servait à que dalle, ça. Donc ouais, je peux totalement zapper ce petit moment du début de saison 5 en disant que ça n'est pas arrivé, et puis bon, voilà, c'est pas frustrant plus que ça, en gros. Ça l'est un petit peu, mais pas trop. Et voilà, mise en scène assez forte. En tout cas, il y a à voir maintenant les trois gros morceaux, parce qu'il y a vraiment trois gros morceaux. Un à Port-Réal, un autour de Daenerys et un autour de
de Jon Snow. En commençant par Jon Snow, vu que c'est un peu lié aux deux trucs qu'on vient de voir avant, où il s'apprête donc à quitter la garde, parce que voilà, il se sent plus en sécurité, il se sent plus apte à leur faire confiance, se dit ouais je vais me barrer, j'en ai marre de me battre. Ils m'ont trahi, j'ai juré fidélité à la garde jusqu'à ma mort, ben je suis mort, et voilà, c'est fini. Il y a un commentaire qui a dit, tu vois, mais c'est pour représenter la façon dont il doit quitter la garde. Mais déjà, très sympa pour le spoiler, parce que c'était évident pour lui qu'il allait être ressuscité. Ah ben, sans mieux, merci. Hein, j'étais pas sûr pour moi, mais bon, hein, si c'était pour toi, c'était évident. Merci de me prendre de haut une fois de plus. Et il a dit, ouais, c'était la façon la plus digne de lui faire quitter la garde de façon acceptable. Alors que, honnêtement... Je vois pas en quoi on n'aurait pas pu amener ça autrement. Déjà, rien que le fait qu'il meure, c'était pas obligé. On aurait pu faire en sorte qu'il survive et qu'il soit guéri. Pas qu'il meure. Pas que ce soit symboliquement à la fin de son tour de garde parce qu'il est mort. Je trouve ça pas particulièrement subtil, personnellement. Mais bon, voilà. Il aurait pu quitter son tour de garde après toutes les trahisons qu'il a subies sans avoir à passer par l'étape résurrection Jésus, quoi. Mais voilà, il y a cette petite dispute entre lui et Ed avant qu'il parte. Mais c'est là qu'arrive à Château Noir sa sœur Sansa qui est amenée par Brienne. Et waouh! Enfin! Enfin! Les retrouvailles auprès de la famille Stark! Depuis 5 saisons que j'attends ça, bordel de merde! Je vous jure, ça! Ouah! Il y a quelque chose de super soulageant là-dedans, vous savez? Il y a une satisfaction très particulière avec ça. Le fait d'avoir attendu pendant tout ce temps, ça a vraiment su appuyer ce moment fort, je le reconnais. Mais ouais, il se retrouve enfin, il se revoit un petit peu le passé, se disent qu'à l'époque, c'était pas super en tant qu'enfant, que Jon avait tendance à être bougon dans son coin et elle à être un petit peu une garce. Hein, et ouais, ils se disent que ça représente plus grand chose par rapport à ce qui s'est passé maintenant, quoi. C'est la bonne vieille époque et on aimerait un petit peu retourner dans le passé. Vraiment, cette espèce de réminiscence de leur part. Parce que voilà, ils se sont plus vus depuis tellement longtemps et c'est un moment super fort, ultra rafraîchissant. C'était très bon, mais c'est suite à ça que Sansa lui dit qu'il ne peut pas s'arrêter là et qu'elle a besoin de lui pour aller détrôner Ramsay et reprendre Winterfell. Jon Snow qui est vraiment arrivé à un point de ras-le-bol, ce qui est assez compréhensible parce que il a essayé de faire tout ce qui était bon, mais il a eu des tonnes de crasse, il s'est battu et après le dernier coup qu'il a reçu en s'étant fait trahir et en devant exécuter Olly, un jeune garçon pour qui il avait beaucoup d'affection, ça a été un petit peu la goutte de trop pour lui, donc il est vraiment pas chaud. Tandis que Sansa lui dit, ouais tu sais, même si tu me suis pas, je le ferai. Là, il y a quelque chose d'assez fort dans la résolution de Sansa et la perte un petit peu de combativité de Jon Snow après tout ce qu'ils ont vécu l'un l'autre et de montrer tout ça, c'était vraiment très bon, hein, mon passage préféré de l'épisode. Mais plus tard, vers la fin de l'épisode, on aura une lettre, il recevra une lettre, Jon Snow, alors qu'ils dîneront tous à table et qu'il y aura une petite atmosphère de malaise. Il y a une missive qui est reçue et il y a un des soldats qui dit Lord Commandant, une missive pour vous, je ne suis plus Lord Commandant. Ah mais merde, tant pis, je la lis. Et c'est là que Ramsay lui envoie ses salutations en le provoquant ouvertement, en disant qu'il a Rickon, en disant qu'il va s'attaquer à eux, faire en sorte que sa sœur soit violée devant ses yeux, ce genre de petite gentillesse très propre au personnage. Et ouais, c'est là que Jon sent qu'il va être un petit peu obligé de combattre une fois de plus. Ça le dit, ouais, il faut se rendre à l'évidence, il y a un autre ennemi à combattre. Les marcheurs blancs devront attendre un petit peu, hein. C'est pas comme s'il restait que 3 saisons, dont 2 qui sont raccourcies, hein, ils vont attendre un petit peu ces marcheurs blancs, et on va s'occuper donc de Ramsay. Tandis que ça va pas être si simple que ça, puisque d'après Sansa, il a 5000 hommes, Ramsay, et les sauvageons capables de se battre, ils sont plus que 2000. Donc ça va être un peu ric-rac, hein, difficile à gérer tout ça. Et ouais quoi, c'est les préparations, ça commence à se faire, et oui, le combat se lance. Voilà, c'était déjà assez clair dans l'épisode précédent, où on voyait que Ramsay voulait s'allier à des gens pour se battre directement contre les sauvageons. Là maintenant, c'est assez clair. Bien, à côté de ça, il y a Baelish. Oui, j'avais pas parlé de Baelish.
Il y a beaucoup de trucs qui se passent aussi par rapport à ça. J'ai le sentiment que tout se met en place pour mettre en avant cette guerre contre Ramsay. Parce que voilà, Théon qui vient voir son pays et essayer de rallier sa sœur, etc. On sent qu'il veut faire ça pour créer une alliance avec les Stark, enfin que les derniers représentants des Stark. Pareil, on sent que Baelish il veut se mettre derrière les Stark dans ses actions. Et bien entendu, tout ce qui se passe du côté de Ramsay, c'est vraiment l'autre camp qu'il va falloir combattre. Et donc Baelish, lui de son côté, j'en ai pas parlé, il vient rapidement voir où en est l'entraînement de Robin, qui apparemment s'est pas énormément amélioré. Disons qu'il sait tenir un petit peu, mais il s'est toujours pas bien visé à l'arc. Et il y a le mec de se charger de son entraînement, Lord Royce, qui apparemment n'a pas gagné de points avec lui. Il est resté strict ou un truc comme ça, et donc il n'y a rien qui s'est noué entre eux. Je dis ça parce que Baelish revient à la gueule enfarinée comme quoi « Ah, je reviens avec un cadeau pour toi, Robin !» Il est trop content, Robin, ouais, trop génial. Et lorsque Royce vient accuser un petit peu Baelish d'avoir fait quelque chose pour Sansa, d'avoir amené Sansa au Bolton, alors que c'est pas du tout ce qu'il leur avait dit, il y a Baelish qui dit « Ah, mais on a été attaqué par surprise, mais il n'y a que vous qui saviez qu'on se dirigeait vers tel endroit, si ça se trouve c'est vous qui leur avez dit. » Et c'est là que Robin dit « Ah, ok, bah, très bien qu'on le jette du haut de notre fosse, je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là. » Très bien. Robin toujours aussi prompt aux décisions, c'est pas comme si il avait été un tant soit peu endurci dans cette période d'entraînement ou quoi que ce soit. Il réfléchit pas plus que ça. Bon. Et moi qui pensais que cette petite ellipse autour du personnage aurait pu amener un peu de développement du... Non, il évolue pas. Il obéit bêtement à Baelish pour une raison qui m'échappe un petit peu, je vous cache pas. Mais voilà. Donc voilà, il est influencé par Baelish, comme quoi Royce serait plutôt responsable. Mais Baelish veut se la jouer grand prince en l'influençant pour qu'il ne condamne pas Royce tout de suite, pour qu'il soit un commandant... dans leur armée pour le futur combat à suivre. Et ouais, pour autant que j'ai du mal avec le fait que Robin n'a pas évolué, j'ai quand même apprécié les petites manigances de Baelish, ça commençait à me manquer un petit peu ça, et le fait qu'il veut mettre en place les choses de façon à ce que l'armée des Airiers combatte du côté de Jon Snow et compagnie contre Ramsay pour reprendre le nord. Donc le sentiment un petit peu qu'il va y avoir ça. Ça a l'air très, très bien parti pour. Donc c'est plutôt pas mal. C'était vraiment plutôt pas mal malgré le petit problème que j'ai dit. Rassurez-vous, j'ai pas non plus trouvé que c'était mauvais ou quoi que ce soit. Voilà, mais vraiment tout se met en place autour de ce conflit qui s'avance. Et c'est très intéressant. Voilà, tandis qu'à côté, le conflit contre Dorne, il est totalement passé à la trappe, on s'en fout royalement. ce qui promet une résolution un petit peu expédiée. Je sens que ça va être assez expédié la résolution autour du conflit contre Dorne. Je sais pas pourquoi. En tout cas, le conflit contre Ramsay, il promet d'être intéressant et d'être développé, lui au moins. On peut dire ça. Je préfère largement qu'on s'étende sur ce conflit-là que sur le conflit contre Dorne. À nouveau, c'était pas la peine de le mettre en place, je trouve, dans l'absolu, mais bon... Donc tout ça est intéressant, j'en ai pas parlé aussi, mais il y a une petite scène que j'ai trouvée très prenante, très très forte entre Davos, Mélisandre et Brienne, qui ressasse un petit peu ce qui s'est passé avec Stannis, comment il est mort, etc. Brienne qui vient leur annoncer qu'elle s'est vengée de lui, Mélisandre qui essaye d'éviter un peu le sujet des circonstances précises de cette mort-là, de comment Stannis s'en est mal tiré et ce qui est arrivé à Shoreen, parce qu'à nouveau, je pense que si Davos la prenait, il la tuerait, hein, mais genre direct, c'est assez évident pour moi. Et ouais, il y a ce petit tête-à-tête entre trois qui affiche bien pour qui chacun vouait son allégeance et comment ils se considèrent les uns les autres. C'est un très bon moment que j'ai trouvé très fort entre ces trois-là. Ce petit passage, il était très bon. En tout cas, ouais, à Port-Réal, on va voir à la suite de l'emprisonnement de Marjorie, leur procès, mais des putains de plombes à venir, hein. Vraiment des putains de plombes. Ça fait une saison qu'ils sont enfermés et apparemment le prochain procès à venir, c'est celui de Cersei. Ou un truc comme ça, oui, parce qu'apparemment ils prévoient pas de faire le procès de Marjorie et Loras.
tant qu'ils n'ont pas expié leurs fautes. Apparemment, c'est un truc à faire. Tant que vous n'avez pas expié vos fautes, vous pouvez pas avoir de procès et on vous garde comme des cons enchaînés en vous torturant un petit peu. C'est très sympa, à nouveau, hein. La foi militante, toujours... Et c'est là qu'on a un passage où le grand moineau essaye une fois de plus de justifier, de montrer un petit peu ce qu'il a vécu pour avoir son aspect à la fois supérieur et humble. À nouveau, ce personnage arbore une contradiction très particulière dans sa mentalité, dans ses idéaux, qui est très intéressante à décortiquer, parce que oui, on sent que c'est quelqu'un qui essaye de faire les choses justes, mais c'est un connard quand même. Donc j'apprécie une fois de plus ça. Il vous raconte son passé, comme quoi il a vécu la belle vie avant, mais il a vu... à un moment donné, la vacuité de la vie des riches et s'est intéressé aux pauvres après. Comme ça, c'est une espèce d'illumination qu'il a eue. Et voilà, c'est histoire d'appuyer une fois de plus le personnage. Ça ne convainc pas particulièrement Marjorie parce que bon, il l'a fait venir pour raconter sa vie. Et Marjorie qui essaye de se montrer forte, tandis qu'elle va voir son frère Loras qui lui s'est pas trop montré fort. Hein, il dit ouais, il a un petit peu craqué et il lui demande d'accepter ça parce qu'il en a marre. Sachant que je vois pas pourquoi lui, il accepterait pas ça. Pourquoi lui, il avouerait pas publiquement son truc pour que ça se termine pour lui. Pourquoi ce serait à Marjorie de le faire. J'avoue que j'ai pas très bien saisi ce détail. Hein, c'est le petit détail, quoi. C'était un passage très fort quand même entre Marjorie et Loras parce que Marjorie se montre encore forte tandis que lui, il a craqué, etc. Et elle essaye de lui rendre un petit peu courage, quoi, de lui dire montre-toi fort, il faut pas qu'on lui montre qu'on s'affaiblit, tandis que lui il a un peu plus craqué. Par contre, je comprends pas trop pourquoi ça doit être Marjorie qui doit faire la marche de l'expiation. C'est un peu bizarre pour moi, j'avoue que j'ai du mal à saisir, mais oui, c'est ce qui est mis en place. D'ailleurs, oui, Tommen, apparemment, maintenant, il parle continuellement, régulièrement avec le grand moineau, et ouais, ils sont confidents ou un truc comme ça. Il se laisse bêtement berner une fois de plus, Tommen, le roi Chiffmeul. Je suis sur le cul qu'on n'ait pas donné de surnom aux rois qui ont succédé Robert. Et il me semble qu'on a donné un surnom pas très flatteur à Robert. Pourquoi à aucun moment on montre les surnoms des rois qui lui ont succédé, c'est-à-dire Geoffrey, Tommen. Parce que sérieusement, le roi Connard et le roi Chiffmeul, ça aurait très bien passé, hein. En tout cas, ouais, il discute régulièrement avec le grand Moineau, semble-t-il. Et grâce à ça, en se confiant un petit peu à sa mère, Cersei apprend qu'il prévoit de faire la marche de l'expiation pour Marjorie à un tel ou tel moment. Et c'est là que Cersei vient voir Olenna et son oncle pour leur dire « s'il vous plaît, écoutez-nous ce coup-ci, ne nous larguez pas comme la dernière fois. Vous voulez récupérer votre fille, nous avons un ennemi commun, ce serait bien de se mettre ensemble. » Et Olenna se dit, ah ok, très bien. Waouh, c'est bien, hein, c'était bien la peine de faire cette espèce de suspense comme quoi on n'est pas content ensemble pour l'épisode d'après, nous faire ça, quoi. Je vais me dire à nouveau, ce qui avait été mis en place avant, c'était rien, et apparemment ils ont rien branlé, quoi. Olenna, il a juste discuté de temps en temps, ils n'ont pris aucune décision, aucune directive particulière. Voilà, très bien. Très sympa, ça, on voit que nos personnages ont bien évolué. Au moins, Baelish, il s'est dit, ok, je peux rien faire là, et puis de toute façon, le sort de Marjorie, c'est pas trop mes oignons directement, donc je vous laisse donc servir Olenna, et je me charge d'aller retourner voir Robin, et à ce moment-là, ok, le moment où on l'a pas vu, c'était le moment du voyage. Très bien, vous savez quoi, ok, au moins c'est justifié, mais Olenna, elle a rien branlé, hein, elle est restée dans son coin, elle a discuté un petit peu, mais sinon... Voilà, donc Cersei lui propose de faire quelque chose, d'intenter une action pour s'en prendre... à la fois militante au moment de la marche d'expiation de Marjorie. Donc on la verra elle aussi tondue, c'est dommage, j'aime bien sa coiffure, mais tant pis, dommage. Et donc ils feront en sorte d'amener l'armée de façon à faire peur, mais l'armée se retirera pour une raison quelconque, et ce sera seulement l'armée d'autres personnes, pas celle de la cité, qui s'occupera de ça et qui protégera Marjorie. Pour peut-être aussi reprendre le cousin Balance, puisque c'est quand même le fils de l'oncle main du roi. À nouveau, j'ai le sentiment qu'il va falloir que j'apprenne son nom à ce qu'on-là, parce qu'honnêtement, j'ai pas particulièrement envie, je trouve pas particulièrement intéressant ce type, hein, mais bon, ok. Ouais, c'est ça le truc. Alors ils se mettent d'accord pour leur plan, j'avoue que c'était un peu nébuleux pour l'instant.
Peut-être que j'ai mal suivi 2-3 petits détails, mais voilà, en gros, ils vont intervenir lors de la marche d'expiation de Marjorie pour ça. Alors, c'est là que j'en viens à me poser une petite question. Est-ce que le grand moineau va se faire avoir ou est-ce qu'il a un peu prévu ça? Est-ce qu'il va réagir en conséquence? Genre, il se doutait que Tommen dirait ça à sa mère et que il y aurait des mesures pour ça. Peut-être qu'il fera quelque chose à ce niveau-là. Sachant que, à nouveau, je comprends pas comment le peuple arrive à accepter ce qui se passe à Marjorie, hein. À nouveau, Marjorie a été à fond pour le peuple. Elle a aidé le peuple. C'est une figure totalement populaire chez le peuple. Contrairement aux autres dirigeants qui, eux, ont des putains de casseroles derrière eux. Elle, non. C'est quoi son truc? Parjure, super. Alors que bon, d'après ce que j'ai compris dans le bouquin, elle avait été accusée d'avoir trompé son mari. C'est un peu ça, quoi. Et ok, là c'est un petit peu plus compréhensible, hein, faussement en plus, parce que c'était même pas le cas, mais là c'est même pas le cas, donc j'en sais rien quoi. Si on voit la marche de Marjorie et que le peuple la traite comme une merde, pour moi ce sera de la grosse connerie, mais de la putain de grosse connerie par rapport à ce qui a été montré avant. Je dis tout de suite, mais si ça se trouve ce sera pas comme ça, si ça se trouve je me plante. Hein, si ça se trouve, la série me donne un tort, c'est tout ce que j'espère. Enfin voilà, ça se met en place et Olenna et Cersei se mettent d'accord pour une fois. Tandis que Cersei, alors je sais pas trop, est-ce que c'est un coup en douce pour faire croire qu'ils vont sauver Marjorie, mais dans les tumultes, ils feront en sorte qu'elle meure parmi les conséquences. C'est pas impossible que ce soit ça. Bon, les choses commencent à se mettre en place. Et ouais, donc j'attends de voir. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et qui demandent à, à être vues par la suite, comme l'élection du prochain dirigeant déferné, ce qui va se passer avec la foi militante, etc. Donc là, c'est de la bonne mise en place, hein, je trouve. Du côté de Daenerys, on va avoir une fin de mise en place que j'ai trouvé très intéressante, mais un petit peu expédiée sur certains points. Donc on va en parler tout de suite, avec, pour commencer, donc Jorah et Daario qui sont toujours à sa recherche, ils l'ont pisté jusqu'au temple où elle se trouve. Et apparemment ils comprennent toute la situation alors qu'ils sont pas censés tout connaître. Mais bon, j'imagine que Jorah connaît très bien la population d'Osraki, donc il a tout deviné par rapport à ça. Et donc, il décide de s'infiltrer dans la ville, qui est super gardée. Il y a genre 100 000 personnes. Punaise, je savais pas que les Dothraki étaient aussi nombreux, mais apparemment, ils sont hyper nombreux. Et ouais, avant ça, il y a une petite chamaillerie comme quoi, ah, c'est moi qui couche avec elle et pas vous. Pou, 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 pou. Très très sympa, Dario. C'était très dispensable. Mais bon, c'est cool. On voit que vous disputez tous deux la même femme. Je le savais, merci pour rien. Et donc, ils s'infiltrent en laissant leurs armes, ils essayent de se faire passer pour des marchands, mais ils se font un peu repérer pour une raison qui m'échappe un petit peu. Genre, oui, ils donnent de bons arguments, Jorah, dans leur langue, etc. Mais ils se font repérer pour une raison X, parce que le mec s'est dit, ah, non, non, je vous crois pas. Ah, c'est plus ou moins ça, quoi. Il n'y a rien de spécifique qui justifie le fait qu'ils se disent, ah, traître, tu te fais passer pour quelqu'un que tu n'es pas. À aucun moment, j'ai vu le petit moment où, ah tiens, ils ont vu qu'ils mentaient, quoi. C'est juste, non, ils lui font pas confiance, ils disent, oh, ils les croient pas. Voilà, c'est tout. Très bien, très bien. Le petit détail, mais bon, voilà, tout ça pour un petit combat où Jorah se débrouille très pauvrement. J'imagine que c'est à cause de la maladie qui commence de plus en plus à l'affecter, la léprose. À nouveau, hein, il a vraiment pas grand chose qui est pris, mais ce coup-ci, Daario finit par le voir et se dit, ah, ok, il comprend un petit peu sa situation et tout et tout. En tout cas, voilà, c'est du combat où Daario fait le gros du boulot. Voilà, hein, où Jorah est un petit peu trop faiblard. Voilà, voilà, et c'est là qu'ils arrivent à mettre la main sur Daenerys qui était sortie un petit instant pour se dégourdir les jambes, sans être surveillé une seule seconde par qui que ce soit. C'est bien, vous surveillez bien vos ex de Cal. Sachant que, semblant avec ça, ça me paraît pas si compliqué que ça de s'échapper, quoi. Il y a toute la population qui est regroupée autour du temple, mais il y a un gros passage à vide par lequel tout le monde peut passer. Il y a personne dedans. Donc quelqu'un qui voudrait se faufiler dans la nuit là-dedans, je pense qu'il pourrait s'en sortir, hein. En tout cas, c'est histoire de dire, mais bon, voilà, elle se fait aborder par Daario et Jorah qui essaye de la faire fuir, mais elle dit attendez, attendez, attendez. Après, ce que j'ai appris, oui, parce qu'il y a quelques conversations pas très intéressantes avec les autres ex de Cal
qui sont là histoire de dire. Et après les conversations que j'ai eues, je me dis, tiens, je peux pas laisser ça comme ça. Je veux faire en sorte de laisser tomber, de renverser ce régime pourri où c'est juste un groupe d'hommes qui décide de tout. Une fois de plus, je vais renverser tout ça. Et c'est très intéressant sur le principe. Elle veut pas partir par la voie facile. Elle veut essayer d'arranger les choses, même pour le peuple d'Osraki, qui maintenant n'est plus juste constitué de guerriers qui font les routes, mais ouais, il y a tout un peuple très, très posé, très calme. Pour la majorité d'entre eux maintenant. C'est pas du tout l'impression que ça m'avait donné avant, mais apparemment c'est comme ça. Ok, très bien. Je dis ok, je vais renverser ça et aidez-moi un petit peu. Et quand elle dit un petit peu, c'est un petit peu quoi. Quand elle se trouve dans la tente des chefs Khal, qui sont très nombreux, je savais pas qu'il y avait autant de Khal chez les Dothraki, donc ok, je comprends pourquoi il y a autant de veuves dans ce temple. Ça explique un petit peu tout. Et qui sont là un petit peu pour la juger, pour savoir si vraiment elle peut rester ou pas. Elle se dit, vous savez quoi, lorsque j'étais avec Khal Drogo, on avait promis, on avait envisagé monts et merveilles, et vous n'avez que de piètres ambitions, c'est pour ça que moi, je suis plus grande que vous. C'est là que les autres se disent, c'est bien beau de nous voir de haut, mais je pense qu'on va tous te violer tour à tour. Maintenant que tu nous as manqué de respect comme ça, et c'est là qu'elle se dit, ouais... C'est moi qui vous vois de haut, et elle fait tomber des espèces de piliers de flammes, je sais plus comment ça s'appelle, quoi. Enfin bon, voilà, des espèces de socles avec des flammes dedans. Ça tombe bien que ce soit présent pour brûler la tente, qui est super inflammable, mais genre super inflammable, quoi. Elle fait tomber les flammes et pff, la moitié s'enflamme rapidement comme ça, tandis que les Khal restent comme des cons. Dans les flammes sans rien faire à Daenerys qui se pose clairement devant eux. Ils essayent même pas de s'enfuir de la tente particulièrement, à part par l'entrée, mais l'entrée est bouchée, c'est la seule chose qu'ils ont fait, Daario et Jorah, ils ont bouché l'entrée de la tente, et vous voyez quoi, ils se laissent brûler en étant un petit peu paniqués, sans essayer, je sais pas, d'utiliser leurs épées contre les murs. Je sais pas si c'est inflammable ce truc-là, c'est que ça doit pouvoir se casser sans trop de difficultés. Non, on reste là, on se fait cramer comme des cons. Hein. Et c'est le problème que j'ai avec ça. La mise en scène est très grossière. Dans le sens où ils se laissent faire comme des clans. Et même si on partait du principe qu'ils sont foutus, enfermés là, pourquoi personne essaye de se venger un petit peu d'elle, de la femme qui se tient devant eux là, toute seule, et qui fait cramer leur tante? Pourquoi ils restent tous là comme des cons à paniquer sans rien faire contre celle qui s'en prend à eux? Genre ils sont trop subjugués par le fait qu'elle craint pas autant les flammes qu'eux, c'est ça? Wouh! C'est le gros problème, c'est ultra grossier. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Mais bon, suite à ça, on nous refait le final de la saison 1, où elle ressort des flammes après avoir buté tous les autres Khal, et où le peuple s'incline devant elle, parce qu'elle a montré qu'elle a résisté aux flammes, et donc c'est une vraie enfant des dragons, tout ça. Et personne n'a quoi que ce soit à dire. Apparemment, ouais, ça les emmerdait un petit peu, ce système mis en place, et... ouais, on se plisse tous devant elle, parce qu'elle a buté tous nos Khal. Alors, c'est pas que c'est mauvais du tout. Je trouve ça très intéressant, une fois de plus, sur le principe qu'elle veuille faire en sorte que ça change un petit peu la politique du coin, où c'est des mecs un petit peu... un petit peu brut de décoffrage qui décident tout, qui prennent toutes les décisions, tout ça, et où, en fin de compte, elle se pose un petit peu, elle les renverse avec les possibilités qu'elle a. C'est cool de rappeler qu'elle ne craint pas les flammes, ça fait des lustres que c'est plus du tout mis en avant, donc c'est cool de le rappeler, ça, je suis content. Et qu'elle veuille un petit peu sauver le peuple par rapport à ça. Le truc, c'est que c'est mis en scène de façon trop grossière. Et le fait que tout le monde accepte comme ça, sans apparemment personne pour se dire que c'était un petit peu hérétique de faire ça pour leur peuple. Tout le monde se dit, ouais, cool, maintenant c'est notre nouvel chef. Je trouve ça un peu gros, un peu rapide, avec tout ce que vous avez mis en place, avec ce grand peuple et tout, que ça se règle comme ça super rapidement, c'est... Je veux dire, autant pour les Immaculés,
c'était quelque chose de particulier parce que je pense que c'était vraiment la première fois qu'on leur montrait ce que c'était la considération et le fait de faire confiance en quelqu'un sans s'en servir comme esclave. Donc vraiment c'était une bouffée de fraîcheur pour eux. Là c'est quelqu'un qui a brûlé tout leur chef et bon qui résiste aux flammes, je comprends que ça puisse impressionner un petit peu, mais tout d'un coup ils ploient tous le genou devant elle, tous sans exception, sans rien de particulier pour mettre ça en place. Un peu gros, un petit peu gros pour moi. J'apprécie beaucoup ce vers quoi vous voulez aller. Je trouve que c'est beaucoup trop rapide. Beaucoup trop rapide, beaucoup trop grossier. C'est dommage. Dommage parce que l'idée est très bonne, mais l'exécution est discutable. Discutable. Après, ça peut amener de bonnes choses par la suite. Ce que ça peut amener après, ça peut être pas mal, mais c'était quand même discutable dans la façon dont c'était mis en scène. Hein. En plus de Daenerys, du côté de Myrrine, on a la suite de ce qui avait été mis en place par rapport au chef des esclavagistes qui finançait les fils de la Harpie. Donc maintenant que Tyrion est au courant, il a décidé de mettre en place une approche de compromis, c'est-à-dire une approche diplomatique. On ne peut pas juste les attaquer les uns à la suite des autres. Comme ça serait très difficile à faire. Donc il s'est dit qu'il va les inviter pour essayer de mettre en place une entente, en disant qu'il faut faire la paix avec ses ennemis, pas avec ses amis. Et il y a quelque chose d'assez intéressant où il essaye vraiment de trouver un compromis, comme quoi il y a un nouveau système mis en place. On comprend que vous ayez du mal, donc voilà ce qu'on vous propose. Au nom de Daenerys, apparemment, il laisse tout passer ça. Je suis pas sûr que Daenerys soit très contente de la prendre en revenant, mais bon, voilà ce qu'on vous propose, c'est de faire en sorte que l'esclavagisme reste un temps, dans une période de transition, et que vers la fin, ce sera terminé. Il n'y ait plus d'esclaves du tout. Histoire de faire ça plus à l'amiable. Et oui, après, il y aura des compensations pour ceux qui devront abandonner leurs esclaves, etc., etc. Voilà, c'est quelque chose d'assez odieux sur le principe, parce que voilà, ça veut dire qu'on accepte encore que ces pratiques affreuses se continuent, mais en ayant conscience que la mentalité des gens change pas comme ça. Cette espèce de compromis assez fort à prendre de sa part que j'ai trouvé très bon. Même si, je sais pas, je le soupçonne quand même d'avoir un peu autre chose derrière la tête. Il les brosse un peu dans le sens du poil pour ça. C'est très intéressant, mais j'ai le sentiment que peut-être il voudra faire quelque chose à côté, c'est-à-dire que maintenant que je les ai un petit peu dans ma poche, peut-être que je pourrais les avoir à revers. Et tout ça pour dire que, pour amener à ce qu'ils ne financent plus les fils de la Harpie, qui donc auraient moins de moyens pour s'en prendre à Myrrine. Donc c'est très intéressant, voilà, c'est une approche que je trouve très intelligente, une fois de plus de la part de Tyrion. J'apprécie à nouveau qu'on mette en avant ce besoin de faire des compromis, de prendre en compte la saleté de la situation et de jouer avec pour améliorer les choses. C'est très bon ça. Et il y a cette approche plus naïve, cette interprétation plus naïve de Missandei et de Vergris qui, eux, ont du mal avec ça. Parce que oui, permettre à ce que l'esclavagisme se poursuive pendant 7 ans, c'est quand même énorme. 7 ans d'esclavagisme, c'est pas rien du tout. Et oui, il a un petit peu de mal à les convaincre parce que eux, ils ont connu ça toute leur vie, l'esclavagisme, et ils ont mis ça à personne. Ils trouvent que c'est horrible. Et oui, c'est très difficile pour eux de comprendre la démarche, même si ils la saisissent un petit peu, ils ont du mal à l'accepter totalement. Il y a vraiment cette espèce d'échange que j'ai trouvé très intéressant entre eux, qui était très bien vendu. Voilà, ce passage-là était très bon. J'ai beaucoup aimé ce qui se passait à Myrrine. Il y a donc un peu trop de trucs trop grossiers, je trouve, pour que j'apprécie ça énormément pour en faire un très très bon épisode, mais c'est un épisode très sympathique, très bon, avec des moments forts, les retrouvailles entre Jon Snow et Sansa, c'était un vrai coup au cœur, ça faisait vraiment plaisir ça. C'était un épisode globalement très efficace, au-dessus des 3 précédents, et si ça repart un petit peu là-dessus dans le reste de cette saison 6, ça me fera plaisir, c'est tout ce que j'espère. A bientôt pour l'épisode 5, bye.